Du haut de sa colline, Notre-Dame de la Garde semble bien être la seule à veiller sur Marseille. Car, manifestement, la ville dort encore. Côté touriste, ça ne fait aucun doute. Mais les gens du pays, eux, savent que le poisson appartient à ceux qui se lèvent tôt. La tradition est aussi ancienne que la ville elle-même, et celle-ci se proclame multimillénaire. Chaque matin, les pêcheurs accostent au fond du vieux port et débarquent leur butin sur le quai pour le proposer aux badauds des petites heures. Certes, aucun folklore n'est plus authentique, mais derrière la carte postale, il y a la vie urbaine ordinaire. Au point que l'on imagine mal que ce soit ici que puisse naître l'une des plus belles lignes de France. À vrai dire, celle-ci ne se révélera pas d'emblée, et il faudra se projeter bien au-delà de la banlieue pour retrouver la Provence. Une Provence que la majorité de nos contemporains apparente à la mer. Mais il reste quelques voyageurs curieux qui préfèrent l'explorer de l'intérieur. Voie unique, traction diesel. Nous sommes déjà à 100 lieues des grands trains du littoral. Mais les autorails flambant neufs ont belle allure, et les rives de la Durance valent bien les plages de la Méditerranée. Bref, faute de caténaires et de marinas, on se contentera des tuiles rondes de Château Arnoux et des fils télégraphiques de Grand-Papa. D'autant que le vrai chemin de fer n'a pas déserté ses paysages. Témoin, ce train de marchandises qui conduit à la ville les eaux minérales des Hautes-Alpes et y ramène tout un chapelet de wagons vides déchargés la veille sur un chantier de voies. Et il reste même des rames tractées pour les voyageurs. C'est par exemple le cas de cet express Marseille-Briançon qui, à 16h08 précise, dessert l'une des principales étapes de son parcours, Sisteron, ville imprégnée de culture, dès la cour de la gare. Le site a été aussi bien préservé que la tradition. En rive gauche, les impressionnantes veines calcaires de la Beaume, qui plongent jusque dans les eaux de la Durance, n'ont laissé place qu'à quelques maisons. Et c'est en rive droite que la ville s'est étendue, protégée du Mistral et accessoirement des invasions par la citadelle qui domine le paysage. Le site, connu de centaines de générations de guerriers, a été fortifié avant même que les Romains n'y érigent un castrum. Mais ce n'est qu'au XIe siècle que la citadelle a commencé à prendre sa physionomie actuelle.
À la fin du XVIIe, l'ensemble devait encore être peaufiné par l'inévitable Vauban, après que le duc de Savoie eut entrepris d'envahir la haute vallée de la Durance. Le 15 août 44, tout récemment donc à l'échelle de la grande histoire, l'avantage de la situation de la citadelle s'est retourné contre elle, lorsqu'elle a été bombardée pour ralentir la retraite des troupes nazies. Mais l'ensemble a été patiemment restauré et, de nos jours, il se contente de voir passer des voyageurs aux motivations parfaitement pacifiques. Passé Sisteron, les trains abandonnent la vallée de la Durance pour remonter le cours de son affluent, le Buëch. Aux abords immédiats de la voie ferrée, la Provence s'impose encore dans le paysage, mais dans les lointains, les crêtes commencent à s'élever. Nous allons pénétrer dans les Hautes-Alpes. Quiconque connaît un tant soit peu la géographie ferroviaire en déduira que nous approchons de Veynes. Sur les quais de la gare, il y a toujours des voyageurs pour attendre un train, même au plus profond d'un hiver qui, ici, reste traditionnellement ensoleillé et ferroviairement hyperactif. Car les temps forts à Veynes, ce sont les fameuses superpointes des vacances de février. Le rush concerne au premier chef l'axe transversal, qui assure le lien entre les TGV à Valence et les téléphériques, dans le Dévoluy et le Briançonnais. Train 58 606. Pour l'occasion, le chef de service débute sa journée à 3h40. Bien avant l'aube, il aura déjà vu passer 5 Paris-Briançon. Et le défilé commence à peine. 90, eh ben 7h42. En 20 heures, on comptera très exactement 50 trains sur les 4 lignes qui rayonnent autour de Veynes. Et le chiffre est d'autant plus impressionnant que chacune des 4 branches de l'étoile est à voie unique. Veuillez fermer les portières, s'il vous plaît, attention au départ. À 6h05, lorsqu'il s'élance à son tour vers Briançon, le 5793 donne le ton, avec sa composition interminable et 100% UIC. Une image qui, pour l'exploitation courante, appartient aujourd'hui au passé. Pendant les seules petites heures du jour, et pour le seul courant Livron-Briançon, on assistera au défilé d'une batterie de 10 trains, tous tracés à distance de bloc. À Aspres-sur-Buëch, voici le Paris-Briançon régulier, aisément reconnaissable à sa composition diversifiée, mais, bien sûr, sérieusement renforcée. Et c'est au débouché du tunnel du col de Cabre, à la Baume, que nous verrons le jour se lever. Pour l'occasion, un agent est venu assurer la sécurité, redonnant vie pour quelques heures à la petite gare. Mais entre deux trains, le silence retombe sur cet ensemble qui réunit curieusement les attributs d'une grande percée alpine et les aspects d'une ligne bout de bois.
fait, c'est tout le tronçon La Baume-Aspres qui combine grands express et paysages du bout du monde. Sur le versant ouest, dans le bassin supérieur de la Drôme, la petite église de Beaurières s'élève au centre du fer à cheval, l'un des sites les plus caractéristiques de la ligne Livron-Veynes. Première approche avec un supplémentaire diurne de sens Briançon-Paris qui descend du col de Cadre. À la sortie aval de la boucle, le train traversera la gare, elle aussi rouverte pour les superpointes. Dans le sens impair, Livron-Veynes ou si l'on préfère Paris-Briançon, le grondement des diesels se fait entendre à plusieurs kilomètres, bien avant que les trains n'abordent le viaduc métallique de la Condamine. Et c'est avec la batterie montante de la mi-journée que vont se dévoiler quelques-uns des secrets du fer à cheval de Beaurières. Vus par l'ouest, les trains descendants apparaissent 3 bonnes minutes avant d'aborder l'évitement de la gare. Bien au-dessus du village, voici le 17-350, parti de Gap un peu plus d'une heure auparavant. Quelques secondes plus tard, c'est son alter ego 17-351 qui se présente. Les deux diesels vont tirer lentement jusqu'à la limite de l'évitement où ils vont buter sur le signal de sortie, naturellement fermé. Il va y avoir croisement. Après avoir parcouru toute la boucle, le convoi de sens pair aborde à son tour la zone de gare. Dès l'entrée du grand tunnel du Prieuré, le conducteur avait progressivement réduit sa vitesse pour être en mesure de s'arrêter sur l'évitement. Mais il ne tardera pas à reprendre son allure. Pour le train croiseur, c'est une autre paire de manches. Il va falloir arracher 12 voitures à la rampe, car l'évitement va bien au-delà du bref palier aménagé à l'origine pour des rames courtes.
La progressivité du démarrage est digne de la traction vapeur. Mais voiture après voiture, kilomètre-heure après kilomètre-heure, on perçoit tout de même une certaine montée en vitesse. Et dans la partie supérieure du fer à cheval, l'aiguille du tacro oscillera autour de 60. Retour aux abords de Veynes, et plus précisément dans le site stratégique du poteau Saint-Luc. Au terme de sa course nocturne, le 57-97 rejoint la ligne de Marseille. À contre-champ, en sens inverse et dans l'après-midi, celui-ci grimpe en direction du très modeste faîte du Pignon, premier avant-goût de la longue rampe qui le conduira jusqu'au col de Capre. En effet, la quasi-totalité des trains du Val de Durance empruntent la ligne de Livron, au profil légèrement plus facile que celle de Grenoble. Et dans les larges courbes qui évitent le hameau de la Bégue, c'est une rame franco-italienne qui s'offre au premier rayon d'un soleil encore frisquet mais déjà provençal. À Aspres-sur-Buëch, où se rejoignent les deux lignes de Grenoble et de Livron, les trains s'engagent sur le tronc commun qui conduit à Veynes, unique îlot de double voie dans un océan de voies uniques. Un îlot qui, pour minuscule qu'il paraisse, évite bien souvent de couler des trains lorsqu'il s'agit de gérer un trafic quasi décuplé. Rampe maxi, tonnage extrême, rotation continue, croisement en cascade, 20 heures durant, on a travaillé aux limites. Pour les voyageurs de cette longue rame qui file vers Gap, l'heure est venue de s'emplir les yeux de la grandeur des Hautes-Alpes. A l'inverse, dans ces voitures louées en Italie, on savoure le dernier coucher de soleil montagnard, car demain matin, ce sera Paris.
Et du côté des cheminots, on appréciera bientôt le retour au calme. Un calme qui fait l'ordinaire de la 4e branche de l'étoile, celle qui, après Aspres, retrouve la vallée du Buëch pour la remontée plein nord. La Rochette sera le dernier hameau provençal. Nous allons entrer en terre dauphinoise et dans le monde de la grande montagne. Depuis peu, les X73-500 ont investi les lieux, amenant avec eux un confort nouveau, mais s'accordant peut-être moins bien que leurs devanciers à une ligne qui, à défaut d'être grande, demeure grandiose. Sur les tout premiers kilomètres, la toile de fond reste parfaitement conforme aux stéréotypes préalpins. Quant au rail, il se tient sagement dans la vallée. Pour l'instant. Parti de Briançon bien avant l'aube, le train 885-658 pour Grenoble continue d'hésiter entre ombre et lumière. Même si nous sommes encore sur le versant méridional, les quelques bâtisses qui bordent la voie sont désormais d'architecture dauphinoise, tandis que la végétation s'inscrit dans une gamme de verts plus dense. Depuis Aspres, en effet, la rampe est modérée, mais continue. Rien ne le laisse encore supposer, sur cette section où la voie rechigne à s'élever au-dessus de la route et du torrent, mais nous approchons tout de même du seuil symbolique des 1000 mètres d'altitude. Cette barre invisible, le train la franchit à l'endroit précis où la vallée commence à s'ouvrir, annonçant du même coup l'entrée imminente en gare de Luce-la-Croix-Haute. Une vraie petite gare de montagne, avec son gigantesque quai couvert au toit à forte pente, son plan de voie presque intact et son bâtiment voyageur minimal, en partie dissimulé par un alignement de conifères. Et le village, distant d'un petit kilomètre, frise lui-même la perfection, par le cadre dans lequel il s'inscrit, bien sûr, mais aussi par l'enchevêtrement délicieusement désordonné de ses maisons. Luce, pour le train, c'est aussi le début de la rampe, la vraie. La déclivité atteint maintenant 25 pour 1000 et l'on parlera plutôt de montée en puissance que de montée en vitesse. Mais il est des sites où la vitesse est tout le contraire d'une nécessité absolue. Les familiers de la ligne auront reconnu le viaduc des Fauries, également appelé viaduc des Lucettes, du nom du village qu'il précède de quelques centaines de mètres. Et la montée continue, au son rauque du diesel qui approche des 40 années d'âge. Dans ce sens-là, heureusement, ça ne dure que 6 km. À très exactement 1167 mètres d'altitude, voici la tranchée du col de la Croix-Haute. Un cas rarissime de ligne de fête franchie à ciel ouvert.
Déjà, le train plonge dans la pente et change de monde. La paroi, abrupte et noyée dans la végétation, ne ressemble plus en rien au versant moins raide mais pelé de ce que l'on aurait presque pu appeler la face sud. Après la mutation architecturale de La Rochette, suivie du durcissement climatique de Luce, le col marque donc un véritable basculement géographique, qui est bien loin de se réduire à la seule inversion du profil de la voie ferrée. Nous sommes donc résolument entrés dans les Alpes du Dauphiné. Le train, agrippé à flanc de montagne, nous voit désormais entre Vercors et Trièves, sur une section que nous sommes nombreux à considérer comme l'une des plus belles de France. Émergeant d'entre les sapins, le viaduc de l'Alais donne le ton, mais ce n'était qu'une entrée en matière. Nous connaîtrons un instant de répit sur le replat du PN 28, avant que le train n'oblique vers la gauche pour s'engager dans un vallon qu'il est seul à pénétrer, avec tout de même les sangliers et les chasseurs. Au fond du ravin, le paysage est barré par le viaduc de Cassères. Avec sa courbe serrée, ses 10 arches et sa hauteur dépassant les 50 mètres, c'est l'un des ouvrages les plus majestueux du parcours. C'est au hameau du Percy que l'on retrouve la présence de l'homme. Nous venons de passer en dessous de la barre des 900 mètres et, dans l'alternance de prairies et de passages en corniche, ces derniers tendent à se faire plus discrets. Le profil aussi commence à s'apaiser. La pente oscille désormais autour d'un très modeste 10 pour 1000. Mais les arrière-plans, eux, conservent toute leur grandeur. Et au passage du viaduc de Merdary, une silhouette de légende commence à se dessiner dans le lointain. Chacun reconnaîtra le mont Aiguille, véritable emblème du Trièves, et de la ligne des Alpes. Mais à nos pieds, le conducteur du 885-658 a débuté la séquence décélération. Sémaphore fermé. Au terme d'une petite heure de course en solitaire, le Briançon-Grenoble doit croiser un autorail Grenoble-Gap. Nous sommes à Claisle-Mince, où pour l'instant tout au moins,
nous ne nous attarderons pas. Départ. Au pied du colossal monolithe, le train s'enfonce sous terre humblement. La descente reprend, mais elle redeviendra vite très aérienne. Rocs et verdure, courbes et viaducs, ravins et prairies, le rythme est bien établi. Et entre deux de ces couplets, que les techniciens appellent sections courantes, revient un refrain qui, ici, n'est jamais lancinant. Au débouché du tunnel se présente un viaduc. Voici celui de la Torane, sur fond de Grand Vémont, le point culminant du Vercors qui se dresse à 2341 mètres d'altitude. Un instant, le rail s'est abaissé au-dessous des 800 mètres. Mais depuis Saint-Michel-les-Portes, la rampe a repris. Insensiblement, car les taux de déclivité frisent le dérisoire. 2, 7, parfois 10 pour 1000. Dans ces conditions, on se gardera bien de parler d'ascension. La toile de fond elle-même commence à se faire plus neutre. Vers l'est, nous laissons derrière nous les crêtes du Grand Ferrand et de la tête de Lauzon. Et ce ne sont plus que des collines qui se présentent face à nous. Quant à notre rame verte,
elles se font désormais dans une végétation qui n'a plus rien de montagnard, avant de disparaître dans le tunnel du col du Faux, la barrière qui marque la sortie du Trièves. De l'autre côté, les voyageurs pourront encore longuement contempler le puissant rempart du Vercors. Mais l'illusion ne durera guère. Car le rail, lui, s'abaissera vite jusqu'au fond de la cuvette, où il retrouvera la ville. Grenoble, 10h01. Le train classique, qui avait si belle allure lorsqu'il s'élançait sur les grands viaducs, n'est plus qu'un convoi banal, pour ne pas dire vieillot, quand il se présente à faible vitesse au cœur de la ville. Les voyageurs vont maintenant se partager entre ceux qui vont rejoindre leur bureau et ceux qui vont prendre le TGV en correspondance. Le touriste curieux, lui, préférera arpenter la ville, en traction électrique, comme il se doit pour celle qui fut le berceau de la houille blanche. Quelques images pêle-mêle pour nous convaincre, si besoin était, que le tram est un élément indispensable du spectacle de la vie urbaine. Mais pourquoi le dissimuler? Ce monde-là n'est plus tout à fait le nôtre. Car irrésistiblement, les regards restent attirés par la montagne, toute proche. La tête de l'Aubiou, le massif de l'Oisan, et, à nos pieds, le vaste plateau du Trièves, transfiguré par la froidure. Il suffit de s'élever de quelques centaines de mètres au-dessus de la cuvette embrumée pour comprendre que l'hiver peut être beau. Son et lumière sur le viaduc de Vif, au passage de la longue rame de 12 voitures, remplaçant l'autorail Grenoble-Gap de mi-journée. Ce samedi-là, pour les derniers grands retours du Nouvel An, le soleil l'emportait encore largement. Mais dès le col du Faux, un léger saupoudrage de neige permettait tout de même au Trièves de s'offrir sous son plus bel aspect. Somptueux Montéguy, apparu sur des dizaines de couvertures avec des 141F, des autorails de Decauville, des panoramiques, et maintenant avec le plus long train qui puisse gravir la rampe de 25, jusqu'à ce col entré dans la légende, où il suffit d'une tranchée pour basculer d'un monde à l'autre. Le col de la Croix-Haute, charnière entre le nord gris et le sud bleu. C'est bien le blanc qui lui va le mieux. Février 2002. La tradition est respectée avec un bleu monté du sud, puis une jaune qui se dirige vers le soleil.
Quant au blanc, la couche s'est épaissie, une soixantaine de centimètres au col, à peine moins au hameau des Lucettes, pourtant bien plus bas. Et ce n'est pas fini. Au fil des heures, le ciel s'est assombri et le floconnement inoffensif s'est progressivement mué en vraie chute. Dans ces circonstances, les consignes prescrivent une ouverture matinale, très matinale, puisque c'est à 4 heures que le loco a quitté Luce en direction du col. En cabine, Alain et Jean-François, Coco pour les collègues. À gauche, Olivier qui commande la brigade voie de Luce et les traves du chasse-neige qu'il ne faut pas oublier de relever aux abords des passages à niveau par exemple. Nous atteindrons le col sans difficulté. La neige a cessé de tomber dans la nuit, laissant la place à un vent du nord glacial qui ne demande qu'à s'engouffrer dans la tranchée. De loin en loin, quelques petites congères tendent à se former. Mais pour l'instant, tout au moins, tout cela n'est pas bien méchant. En fait, c'est là où l'on pourrait se croire à l'abri qu'on trouvera la véritable raison d'être de la tournée quotidienne, dans les tunnels. Dès le premier souterrain, Alain immobilise le loco. Sous la voûte, les stalactites se sont formées d'autant plus vite que le vent soufflait fort. Et il faut dégager le gabarit avant le passage du premier train. Dans toute la traversée de l'ouvrage, le loco progresse au pas et s'arrête dès qu'apparaît une nouvelle chandelle. Et il en sera ainsi sur les 2243 mètres de galerie qui jalonnent la section Luce-Clel. Et chaque matin, ou presque, jusqu'aux seins de glace, qui, comme leur nom ne l'indique pas, marquent la fin des températures négatives. En assistant à la scène comme simple spectateur, on peine à réaliser que ces hommes travaillent pour la même maison que les ingénieurs qui ont créé le TGV. Jusqu'à ce que l'on finisse par admettre que le paradoxe est somme toute plutôt rassurant. La brigade de Luce, au moins, vient nous rappeler que la sécurité des voyageurs demeure une œuvre humaine. Alain reprend de la vitesse. Il ne reste plus que 8 tunnels à visiter et à assainir. Clel, 5 heures du mat. Après une longue accalmie, les flocons s'abattent à nouveau sur la petite gare, lorsqu'arrive enfin le loco, qui aura mis une bonne heure pour parcourir 34 km.
L'équipe que l'on sait réveillée depuis un bon moment se dirige comme un seul homme vers le bureau de la gare pour l'autre tournée matinale, celle du café. L'étrave n'a guère servi. Mais le voyage n'est pas terminé. Comme chaque jour de mauvais temps, l'équipe doit effectuer le parcours complet. Désolé, au revoir, bonne journée. Voie libre jusqu'à Monestier. La mission est désormais connue. Il reste 8 autres tunnels à visiter et à déglacer, car une fois n'est pas coutume, les intempéries ne se sont pas restreintes aux seuls abords de la ligne de crête. Monestier de Clermont, à tout juste 850 mètres, a été abondamment servi. Et par précaution, on a fait appel aux grands moyens. Le Beillac, plus que trentenaire, mais toujours invincible, a été dépêché sur place par le PC de Chambéry, avec toute son équipe. Depuis Vif, il a suffi d'un simple nettoyage, mais les précipitations se sont concentrées sur Monestier, comme bien souvent en cas de vent du nord, et le démarrage de l'engin ne manquera pas d'allure. Retour à Clel, où la RGP de 6h35 est très attendue. C'est le bon choix dans ces circonstances, pour être sûr d'arriver à l'heure au bureau. Car on l'oublierait presque, Grenoble n'est qu'à 57 km d'ici. Bientôt, les premiers rayons d'un soleil encore timide vont caresser les parois du Mont-Aiguille. Mais les techniciens savoyards n'attendront pas que le plateau tout entier soit baigné de lumière pour procéder au retournement de leur machine. La manœuvre est somme toute très simple, dès lors bien sûr qu'aucun mur de neige ne s'interpose dans le rayon de giration.
et que les différents points de verrouillage ne sont pas gelés. Mission accomplie pour les Chambériens. Pour les Dauphinois, l'heure est maintenant aux finitions manuelles, notamment sur les passages à niveau, autrement plus exigeants pour les cheminots que les sections courantes. Les uns retournent vers leur base, les autres en sont au fignolage. Fin de l'épisode ? Dans un sens, oui. Tout rentre dans l'ordre et roule à l'heure, du côté des classiques comme de celui des modernes. Car ici aussi, la relève arrive. Depuis l'hiver 2002, on le sait, les jeunes 73-500 ont commencé à s'immiscer dans les roulements, au détriment bien sûr des RGP qui approchaient de leur demi-siècle d'âge. Cette cohabitation-là, si provisoire fut-elle, aura même remporté les suffrages des plus ardents militants du MGO, qui ont apprécié que la ligne des Alpes redécouvre les vertus du pluralisme. Et les rames tractées aussi sont de la fête. Mais s'agit-il bien d'une fête pour tout le monde ? Car il a suffi que le vent se lève pour que tout prenne subitement un autre aspect. L'heure est à la tourmente, sur les sommets qui dominent le village de Luce, mais aussi en gare. Certes, les cheminots du cru en ont vu d'autres. Le déneigement des quais, le réchauffage des aiguilles, c'est de la routine. Tout comme la ponctualité de cette RGP arrivant de Grenoble après avoir passé le col sans coup férir. Au même moment, sur la nationale, on applique de curieuses méthodes pour faire l'heure, en économisant quelques minutes de montage des chaînes, par exemple, pour en consacrer presque autant au seul franchissement du passage à niveau. Par chance, ce drôle de professionnel dégagera le PN à temps, laissant ainsi passer ceux qui préfèrent ne pas s'en remettre au hasard. Car le chef de brigade a décidé d'organiser une deuxième tournée pour parer à toute éventualité pendant une longue période de blanc, sur le graphique comme dans le paysage.
À Monestier, où la couche s'est encore épaissie, on travaille dur pour dégager les quais et les aiguilles. Et le yo-yo viendra jusqu'ici pour assurer le nettoyage de la voie d'évitement, laissée de côté depuis le matin, mais qui doit permettre d'assurer un croisement en début de soirée. Décidément, avec 2 allers-retours complets dans la journée, ils auront vu du pays. Mais le résultat est là. Ce soir-là, Luce la Croix-Haute s'abstiendra de se réclamer des Alpes du Soleil. Vous allez comprendre. Jusqu'au dernier moment, les rafales ont couvert le grondement du diesel. Mais elles ne dispensent pas l'agent circulation d'effectuer le contrôle réglementaire. Train complet. Venant du sud, voici le dernier autorail de la journée, ou, tout au moins, les phares qui permettent de l'identifier. Quelques paroles échangées entre le sédentaire transi et le roulant bien au chaud dans sa cabine, très serein aussi. L'autorail flambant neuf, que les tenants du classicisme qualifieraient volontiers de gadget, fait résolument face à la tempête. Mais c'est sans appréhension aucune que le mécano va lancer ses 6 moteurs à l'assaut de la rampe et du blizzard. Et c'est maintenant le tour du grand train. Démarrage feutré avec 9 petites minutes de retard sur l'horaire théorique. Une paille dans cette atmosphère quasi sibérienne. Surtout pour qui se souvient que ce même vent, la neige en moins, a eu raison du train de tous les records. À cet instant précis, et pas si loin d'ici, toute circulation était suspendue sur le TGV Méditerranée. Samedi 23 février. Retour au calme et au soleil. Dans un paysage remodelé par la neige et le vent des dernières heures, les trains reprennent leur ronde, sans histoire.
toile de fond réapparaît, grandiose.